Frédérique Vidal, bonjour. Bonjour. Le président de la République devrait dans les prochains jours s'adresser à la nation pour préciser les mesures de sortie de crise qui ont été en partie déjà divulguées. En tant que ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, j'imagine que tout ce qui concerne la formation des élites ne vous est pas étranger. La suppression de l'ENA, ce serait une bonne chose ? Écoutez, je ne vais pas commenter la suppression ou la non-suppression de l'ENA. Ce qui est très clair, c'est que nous travaillons depuis maintenant un peu plus de 22 mois à remettre en marche l'ascenseur ou l'escalier social, comme vous préférez, et que c'est vrai que c'est très important de voir que chacun peut avoir des compétences, quelles que soient ses origines sociales, et que c'est très important que l'on puisse aller chercher les talents partout où ils sont, indépendamment de ses origines sociales. C'est pour ça que nous avons amélioré l'orientation, c'est pour ça que nous avons essayé de pousser les jeunes à se faire confiance, que nous essayons de faire tomber toutes les autocensures, tous les barrages qui font que parfois les jeunes ont du mal à se projeter dans des études supérieures. Et tout ce qui ira dans ce sens, évidemment, nous le soutiendrons. Donc il y a toujours un problème de recrutement des élites, et en particulier des élites administratives en France. En fait, ce que l'on observe, c'est que le monde de l'enseignement supérieur est relativement complexe. Et lorsqu'on n'a pas les codes, parce qu'on est les premiers de sa famille, par exemple, à faire des études, c'est toujours beaucoup plus difficile de s'y retrouver. Et donc, on hésite plus, on a plus de mal à s'orienter. C'est vraiment toute la politique d'orientation à partir du lycée et qui se poursuit dans les premières années du supérieur, qui doit aider ces jeunes, petit à petit, à se dire soit je suis le premier de ma famille à faire des études, mais il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas, il n'y a pas de raison que je n'ai pas d'ambition, il n'y a pas de raison que je n'aille pas plus loin. Et il faut qu'on les aide évidemment en améliorant cette orientation, et puis surtout en leur donnant la conscience que c'est possible. Si cette annonce de la suppression de l'ENA est confirmée, on voit bien que ça serait un signal fait à quelque chose qui remonte beaucoup de la grande concertation. C'est une sorte de haine des élites, de haine des élus. Vous la constatez? Comment vous l'expliquez? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois qu'il y a aussi une difficulté avec la représentation de ce que sont les élites et de ce que sont les élus. Et donc évidemment, tout ce qui ira vers une meilleure compréhension réciproque, c'est très important. On a toujours l'impression que lorsque les gens accèdent à des responsabilités, ils le doivent à autre chose qu'à leur travail. Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'on se rende compte que lorsque les gens accèdent à des responsabilités, ils le doivent avant toute chose à leur travail. C'est vraiment tout ce qui est mis en place pour remettre en valeur cette notion de « je peux y arriver », bien sûr, il faudra que je travaille pour cela, bien sûr, il faudra que je fasse des efforts, mais je peux y arriver. Et aujourd'hui, ce qu'on observe trop souvent, je trouve, c'est qu'à partir du moment où quelqu'un est élu, on considère qu'il est privilégié. Il y a énormément d'élus dans toutes nos communes, par exemple, qui ne sont pas des gens privilégiés. Dans l'Assemblée, il y a des gens qui travaillaient avant de devenir députés et qui ne font pas partie de ces élites détestées, mais à partir du moment où ils deviennent députés, alors ils passent, j'allais dire, du mauvais côté du miroir. Je crois que c'est une défiance qui s'est installée petit à petit et qui est liée au fait que notre ascenseur social est en panne. Vous estimez, vous, qu'en tant que ministre issu de la société civile, en tant que scientifique faisant un peu de politique, vous êtes toujours dans quelque chose de différent? Vous n'êtes pas vraiment un personnage politique? Vous êtes... comment vous voyez D'abord, votre position? je suis aujourd'hui ministre, donc je suis aujourd'hui une femme politique qui a été scientifique. Je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut le faire, même si évidemment je reste professeure d'université et j'en suis très fière. Je comprends d'autant mieux et je cherche d'autant plus à lutter contre ça que moi, typiquement, je suis la première de ma famille à avoir fait des études. Et donc, non, je me sens tout à fait femme politique, mais du coup, je sais aussi très concrètement
qu'on n'a pas besoin d'être né dans une famille où tout le monde a fait les études, où tout le monde a fait de la politique, où tout le monde a le bac pour y arriver. Parcoursup, la deuxième étape s'est achevée. Deuxième étape qui est la confirmation des vœux, c'est ça? C'est ça, absolument. Donc ça s'est terminé et maintenant les vœux sont en train d'être analysés par l'ensemble des établissements. Et prochaine étape, 15 mai. Et premier bilan donc de cette seconde étape? Alors les choses se sont bien déroulées. On a des jeunes qui se sont appropriés le processus, un accompagnement qui a été évidemment maintenu et renforcé dans les classes de terminale. Et puis on voit un phénomène nouveau par rapport à l'an dernier, mais qui moi me donne beaucoup d'optimisme, qui est que beaucoup de personnes qui souhaitent reprendre leurs études ont aussi fait des vœux sur la plateforme, même si ce n'est pas sa vocation initiale, si je puis dire, hein, puisque sa vocation initiale, c'est de faire entrer dans l'enseignement supérieur des bacheliers ou des jeunes en réorientation. Presque 100 000 qui ont utilisé cette plateforme pour faire des souhaits de reprise d'études. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que je crois que de plus en plus, les gens se rendent compte que finalement, avoir un diplôme, reprendre ses études, c'est possible. Et c'est vraiment aussi toute la philosophie de ce que nous avons souhaité mettre en place, avec le plan compétences, le fait que la formation tout au long de la vie, c'est quelque chose qui est essentiel. Et donc, nous travaillons notamment avec Muriel Pénicaud, de façon à ce que toutes les opportunités puissent être offertes à ces personnes qui souhaitent reprendre leurs études. Et les nouveautés de la nouvelle étape qui s'ouvre le 15 mai, c'est quoi par rapport à l'année dernière? Alors, les réponses vont être apportées comme l'année dernière. Le délai d'acceptation a été un petit peu raccourci puisqu'on s'est rendu compte que finalement, dans les 48 heures, tout le monde répondait. Donc, le délai a été raccourci. Et puis, c'est aussi plus de formations sur la plateforme, 14 500 formations au lieu de 13 000 l'an dernier. C'est une procédure qui a été aussi raccourcie et qui se terminera dans le courant du mois de juillet, de façon à ce qu'on puisse ensuite prendre en charge individuellement les jeunes qui auraient eu des difficultés à être affectés. C'est quelque chose de plus dynamique aussi. En tout cas, c'est ce que nous ont dit notre panel d'utilisateurs test. La plateforme s'est beaucoup améliorée, beaucoup plus d'informations dessus. Moins de stress, c'était le gros reproche qu'on vous faisait. Alors, une sorte d'organisation du stress. Vous savez, je sais depuis très longtemps que de toutes les façons, et presque heureusement, hein, l'année où on passe son bac, c'est jamais une année comme les autres, ni pour les jeunes qui le passent, ni pour leurs parents. Donc évidemment, c'est toujours un moment qui génère un petit peu de stress. Mais voilà, la plateforme a fait la démonstration de sa solidité l'an dernier. Les jeunes qui ont été accueillis dans les établissements d'enseignement supérieur ont vu tout l'intérêt d'être mieux accompagnés, plus aidés, mieux orientés. Tous les parcours qui ont été mis en place ont fonctionné. Et il y en aura encore plus à la rentrée prochaine. Donc voilà. Sur les frais d'inscription des étudiants étrangers, est-ce que vous avez les chiffres définitifs des préinscriptions? Est-ce qu'il y a effectivement, comme certains le disent, un recul assez important? Alors les chiffres qui sont définitifs, c'est ceux des inscriptions en premier cycle. Hein, donc c'est vraiment l'entrée dans les établissements. Ces chiffres-là sont stables par rapport à l'année dernière où on est, je crois, à 1 ou 2% de différence. Les chiffres sont en train d'être compilés pour l'accès en master. La réalité, c'est qu'on est pour le moment en phase de préinscription. Hein. On est loin d'être en phase d'inscription. Donc là aussi, les dossiers sont en cours d'analyse. Mais sur le premier cycle, par exemple, les réponses favorables aux demandes de préinscription, c'est à peu près 25%. Et sur ces 25%, tous ne viennent pas non plus au final. Donc je suis convaincue que nous aurons toujours autant d'étudiants internationaux à la rentrée, mais que par contre, dès la rentrée prochaine, ils commenceront à être mieux accueillis. C'est la raison pour laquelle j'ai débloqué 10 millions d'euros pour justement commencer à mettre en place un accueil de niveau international pour tous ces étudiants. 3 questions et 3 réponses rapides sur Notre-Dame. Reconstruire en 5 ans, possible, impossible? Possible, bien sûr.
Ce sera peut-être 5 ans et quelques mois, ce sera peut-être 6 ans, mais l'idée c'est de bien comprendre que nous sommes en capacité, lorsque nous sommes tous ensemble, de construire vite et bien. La polémique sur les dons, justifiée, injustifiée? Pour moi, totalement injustifiée. Comment est-ce que l'on peut en vouloir à des gens qui, spontanément, que ce soit 1 euro ou que ce soit beaucoup plus, décident de participer à la reconstruction de Notre-Dame? Et la nouvelle flèche, vous faites partie du camp des conservateurs ou des futuristes? Moi, je fais partie des gens qui attendent de voir ce qu'on nous proposera. L'architecture, c'est quelque chose de vivant aussi. Et donc, je suis curieuse, en fait, de voir ce qu'on nous proposera. Frédérique Vidal, merci. Merci.